fan de PN. Nous sommes ensemble du lundi au vendredi pour mettre en lumière l'actualité normande. C'est une émission interactive, vous pouvez poser vos questions sur ce chat. Nous tâcherons d'y répondre tout de suite. Le sommaire. L'UFC Que Choisir alerte sur une pénurie de médicaments. 2400 d'entre eux seraient concernés. Anthony Quindroy, journaliste, apportera son éclairage sur ce dossier. Des policiers en première ligne également durant ce second confinement. Ils ont pour mission de le faire respecter. Nous reviendrons également sur les événements de ce week-end où les pompiers et les forces de l'ordre ont été pris à partie à Rouen. On commence cette édition du 9 novembre par un point sur l'épidémie de Covid-19 en Normandie. Les derniers chiffres connus pour la région datent de vendredi et le taux d'incidence continue d'augmenter avec 344 contaminations pour 100 000 habitants. Une augmentation également du nombre d'hospitalisations avec 1251 personnes à l'hôpital, dont 153 en réanimation. Le docteur Bruno Burel est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. Donc vous êtes médecin. Est-ce que vous avez déjà un premier commentaire sur ces chiffres de l'ARS Normandie ? Écoutez, oui, on les observe de façon hebdomadaire avec l'ARS, avec une augmentation très forte du taux d'incidence, c'est-à-dire du taux de test, du test qui reviennent positifs. C'est à peu près 20% actuellement, alors qu'on a augmenté très très nettement les tests. Deuxièmement, les services hospitaliers ont hospitalisé, je vais vous dire le chiffre exact, je crois qu'il y a 1240 hospitalisés dans les hôpitaux de Normandie à cause du Covid, et il y en a 152 en réanimation à cause du Covid. Alors les chiffres continuent à augmenter, mais il faut quand même se dire une chose, c'est que les chiffres à l'hôpital sont décalés par rapport à l'évolution de l'épidémie en population, puisqu'il faut quand même un certain temps avant que quelqu'un qui soit atteint du Covid ait une évolution négative qui puisse l'emmener à l'hôpital, puis en réanimation. Alors justement, l'ARS de l'Île-de-France a constaté aujourd'hui une légère diminution du nombre d'hospitalisations, peut-être un effet positif dans le premier lieu du couvre-feu. Est-ce que c'est un signe positif ? Est-ce qu'on peut dire que ça amorce une légère décrue du nombre d'hospitalisations ? Et j'interviens une dernière fois. Est-ce que les internautes, n'hésitez pas à poser vos questions. Le docteur répondra à vos interrogations. Docteur ? Écoutez, j'ai tout à fait entendu la même chose que vous et je vois ça avec intérêt. J'espère que ça va se poursuivre, que réellement, comme vous le disiez, le couvre-feu dans un premier temps, puis le confinement actuel dans un deuxième temps va limiter la transmission du virus et du coup limiter les personnes atteintes de cette maladie. Mais par contre, comme je vous le disais précédemment, il faut quand même attendre 2 à 3 semaines pour commencer à pouvoir apprécier si ça a une incidence sur les hospitalisations, les cas graves, la réanimation et les décès. Alors oui, parce que le gouvernement prévoit un pic aux alentours du 15 novembre. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait saturer les lits en Normandie, notamment les lits de réanimation, même si petit à petit on voit que le nombre augmente avec la déprogrammation de certaines interventions ? J'ai l'impression, compte tenu des éléments que j'ai, mais encore une fois, je ne suis pas à l'hôpital, j'ai vu que beaucoup d'hôpitaux s'étaient très bien organisés, donc il y a plus de lits de réanimation disponibles que nous n'en avions au début de l'année. Donc j'ai l'impression quand même qu'on va pouvoir faire face si le nombre de cas de contamination stagne et diminue, ce qui devrait être le cas avec les nouvelles mesures qu'on a prises depuis 15 jours, 3 semaines. Encore une fois, il faut un petit peu de temps pour pouvoir le juger, mais en tout cas, il faut absolument rien relâcher de notre précaution, garder nos distances, garder les masques, même en famille, surtout avec les personnes âgées. Bien sûr, pas d'accolade, on ne se serre plus la main et on garde les distances. Bien sûr, quand on mange ensemble, on reste à distance les uns des autres parce que là, on retire le masque. Bien sûr, on passe son temps toute la journée à faire en sorte que les pièces soient aérées. C'est à ce prix-là que l'on pourrait avoir
une diminution progressive des contaminations et à ce moment-là, pas une augmentation trop brutale de l'hospitalisation à cause du Covid. Alors, docteur, vous êtes un médecin de ce qu'on appelle les médecins de ville. Autant au premier confinement, vous étiez très peu sollicité dans la mise en place de la gestion de la crise. Aujourd'hui, vous êtes un peu en première ligne. Est-ce que vous pouvez nous raconter quel est votre rôle dans ce second confinement? Ben, écoutez, vous vous rappelez que, par exemple, à Rouen, lors du premier confinement, un centre Covid avait été ouvert dans la salle de concert 106 et que la majorité des patients étaient orientés par le centre 15 vers ce centre de dépistage. Aujourd'hui, les cabinets de médecine de premier recours, de médecine générale, sont ouverts, font beaucoup de téléconsultations pour les suspicions, organisent le diagnostic, demandent les prescriptions de PCR, bientôt peut-être aussi des tests antigéniques. Donc tout ça est géré par la médecine du premier recours, sans doute parce que nos autorités ont jugé que lors de la première vague, les médecins de premier recours n'avaient pas été suffisamment sollicités et ils n'ont pas jugé cette fois-ci nécessaire de remettre en place des dispositifs exceptionnels comme ça avait été fait alors. Merci beaucoup, docteur. Si vous voulez peut-être rester quelques minutes avec nous, vu qu'on va bientôt parler de la pénurie des médicaments. Et là, encore une fois, vous êtes en première ligne. On le voit à travers ces chiffres, le confinement est déterminant pour lutter contre la pandémie et pour lutter contre les réfractaires aux règles, la police est en première ligne. 11 jours que la France est de nouveau confinée, 11 jours que les attestations ont fait leur retour et donc 11 jours que les forces de l'ordre sont amenées, en plus de leur mission de base, à faire respecter ce confinement. Ça s'est passé doucement au départ puisqu'il y a eu quelques jours de mise en place. Pour nous, c'était assez rapide, mais pour les riverains, un peu plus compliqué à se mettre en place. Et donc depuis ce week-end et encore plus depuis lundi, les contrôles sont beaucoup plus fréquents, sont au quotidien. Mes collègues sont dans la rue pour vérifier le bon respect du confinement. Moins stricte que le premier confinement, cette nouvelle étape dans la lutte contre le Covid voit la multiplication des attestations et motifs de sortie, un imbroglio pour la police. Il y a beaucoup plus d'autorisations de sortie sur ce confinement, ce qui entraîne que le contrôle et les motifs de sortie, c'est plus long pour le contrôle et on est obligé de faire preuve de croire peut-être un peu plus les gens, puisque beaucoup de raisons de sortir. On fait respecter les critères, on a une tolérance sur une personne qui aurait oublié de remplir son attestation, qu'on peut sentir de bonne foi parce qu'elle va travailler ou parce qu'elle va au lycée ou ce genre de choses. Mais c'est du libre arbitre, effectivement, mais les critères sont quand même suffisamment nombreux pour que les gens puissent le respecter. Et si manifestement il n'y a pas de respect des consignes, on verbalise. Alors que le premier confinement a duré 55 jours, les Français espèrent retrouver une vie plus normale rapidement. Alors, personnellement, je trouve que oui, c'est plutôt discipliné. Il y a forcément du monde, il y a forcément quelques récalcitrants, mais dans l'ensemble, je pense que les gens cherchent à respecter pour pas que le confinement dure encore plus de semaines que prévu. La polémique enfle sur l'efficacité de ce confinement allégé jeudi. 58 000 nouveaux cas ont été détectés en 24 heures, un triste record depuis le début de la pandémie. On reste avec les forces de l'ordre et les soldats du feu dans la soirée de samedi. Des policiers venus prêter main forte à des pompiers en intervention ont essuyé des tirs de mortier d'artifice. Les faits sont survenus rue Galilée à Rouen alors que les sapeurs-pompiers avaient été appelés pour un feu de poubelle. Une trentaine de personnes se trouvaient à proximité de l'incendie. Bilan, la vitre d'une voiture fêlée et intervention de la brigade anticriminalité. Les pompiers ont renoncé à intervenir. Aucun blessé n'est à déplorer et aucune personne n'a été interpellée. Antibiotiques, anticancéreux, antiépileptiques, traitements contre la maladie de Parkinson, ils font partie des médicaments potentiellement en pénurie. C'est ce que révèle l'enquête explosive de l'UFC Que Choisir. Publiée ce matin, elle pointe du doigt l'explosion des chiffres, l'aggravement de la situation, le cynisme des laboratoires pharmaceutiques et l'inaction des pouvoirs publics.
Anthony Quindroy, vous êtes journaliste à Paris-Normandie et aujourd'hui, vous vous êtes penché sur le sujet. Oui, effectivement. Alors, je suis effectivement journaliste à Paris-Normandie, merci de le rappeler. Non, donc, il y a effectivement l'UFC que choisir qui s'est penché sur ce problème de pénurie de molécules. On a commencé à en parler beaucoup pendant le premier confinement, avec notamment des histoires autour de la chloroquine, mais ça fait bien longtemps qu'il y a des pénuries qui se répètent en France. L'UFC que choisir rappelle qu'en 2016, il y en avait déjà 405 qui étaient recensés. Aujourd'hui, on est à plus de 1200, on serait à quasiment 2400 en fin d'année. En fait, le problème, il est bien plus complexe que le simple cynisme des industriels, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, puisque je les ai contactés. Comme l'évoquait le rapport. Voilà, comme l'évoquait le rapport, mais ce que vous évoquiez aussi, puisque je les ai contactés justement pour en savoir un peu plus, et eux attendent des pouvoirs publics, des moyens pour pouvoir rapatrier une partie de la production en France, puisqu'aujourd'hui, ça leur reviendrait beaucoup trop cher. Alors moi j'ai une question, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'en fait il n'existe pas tout simplement des substituts à ces médicaments qui manquent? Et je rappelle, encore une fois à vous, internautes qui nous regardez, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, nous tâcherons d'y répondre avec le docteur Burel et Anthony Quindroy. Alors il n'existe pas des substituts à ce genre de médicaments? C'est grave, oui, dans certains cas ça peut être très grave, puisqu'il y a environ 20% des médicaments qui sont en pénurie pour une durée plus ou moins longue, ça peut aller d'une semaine à un mois, mais pour 20% des cas environ, 18% selon le rapport de l'UFC que choisir, il n'y a aucune solution de substitution. Dans les autres cas, les pharmaciens en lien avec les médecins peuvent adapter la posologie, peuvent adapter le traitement, peuvent trouver un autre médicament, par exemple un médicament générique qui pourrait convenir, etc. Mais, enfin, pas forcément un générique, mais un autre médicament qui pourrait en tout cas améliorer la situation du patient. Docteur Burel, pour vous au quotidien, qu'est-ce que ça implique cette pénurie de médicaments? Mais écoutez, on ne le sent pas trop, ce que certains médicaments, de fait, nos patients, parce que parfois le pharmacien nous appelle en nous demandant de remplacer un médicament par un autre, mais la plupart du temps, le pharmacien le fait lui-même ou annonce que le médicament reviendra dans 15 jours, dans 3 semaines. Mais c'est vrai que c'est un problème qui est important. Je n'ai pas encore eu le temps de lire l'article paru dans Que choisir ce jour, donc je ne peux pas vous dire exactement tout ce qui est dit et analyser ce qui est dit, mais c'est un problème général, mais qui n'est pas nouveau. Ça fait quand même depuis je dirais, 2 ans qu'on a des ruptures très fréquentes de médicaments, des obligations de remplacer par un autre qui n'est pas tout à fait la même chose. Enfin, c'est un vrai problème. Ça fait peut-être partie aussi de ce qu'on avait dit lors de la première vague, de la nécessité de renationaliser, entre guillemets, enfin de remettre en France la production d'un certain nombre de médicaments qui sont produits très loin, et puis peut-être aussi un peu obliger les laboratoires à ne pas privilégier que les marchés les plus rentables, parce que c'est vrai qu'en France, le prix du médicament est encadré, parce que la sécurité sociale rembourse à peu près tout. Donc du coup, certains laboratoires organiseraient un peu la pénurie dans des pays où les marges sont moins importantes pour privilégier d'autres pays. Et ce serait vraisemblablement de ce qu'explique l'UFC que choisir, des molécules anciennes, des molécules qui ne rapportent plus grand-chose finalement aujourd'hui. Tout à fait, c'est exactement ça, M. Quel type de molécules, par exemple? Dans des molécules toutes bêtes, pour traiter des antibiotiques anciens, vous allez avoir que des antibiotiques très, très récents, parce que les anciens, de fait, n'étaient pas vendus très cher. Donc, je n'ai pas la liste complète des molécules, mais l'analyse est tout à fait judicieuse et réelle. Et justement, docteur, est-ce que vous avez déjà arrivé de devoir donc de donner un médicament à quelqu'un, de prescrire un médicament à quelqu'un qui soit en rupture de stock, qui ait une pénurie, et qu'aucun substitut n'existe? Oui, dans ces cas-là, comment on fait pour guérir bien sûr, vous savez, le patient? Dans la plupart des traitements, il y a pour une même maladie ce qu'on appelle plusieurs classes pharmacologiques. Je vais vous prendre un domaine que beaucoup connaissent, celui des rhumatismes. Il y a des anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, il y a environ 4 classes d'anti-inflammatoires différents. Dans chacune de ces classes, il y a de nombreuses molécules et de nombreux produits sous différents noms. Et puis, il y a des molécules de fait qui sont très anciennes et pas vendues très cher, et puis d'autres plus récentes qui sont généralement plus chères. Ça, c'est une bonne analyse.
Mais quand il n'existe pas de substitut, comme on a vu pour un certain nombre de médicaments, comment on fait pour soigner les gens s'il y a une pénurie? Alors, on est des fois embêté. C'est vrai que alors pour des médicaments prenons par exemple pour des maladies de Parkinson ou des choses comme ça où vraiment on n'a pas d'équivalent, généralement on appelle le neurologue spécialiste pour qu'il nous aide un petit peu à trouver une autre molécule. Sinon, je vous dis, bon, pour des choses plus courantes, on se débrouille nous-mêmes puisqu'on a plusieurs classes pharmacologiques et d'autres molécules. Mais c'est vrai que le problème de fond, c'est qu'un patient qui est bien équilibré avec un traitement, si on doit changer la molécule, c'est à nouveau tout un travail pour retrouver la molécule qui lui convient et un dosage qui permet de juguler sa maladie. Merci beaucoup, docteur Burel, pour cet éclairage et à très vite pour refaire un point sur la situation de l'épidémie en Normandie. Merci Anthony, merci à Adrien et Martin également pour la réalisation. Quant à nous, nous nous retrouvons dès demain à la même heure pour un nouvel éclairage sur l'actualité normande. Bonne soirée à tous.